Nous y sommes, la saga finale de One Piece a enfin commencé, mais en fait nous avons de la chance que le manga ait duré aussi longtemps, car à l'origine l'histoire ne devait durer que 5 ans. En 1997, Eiichiro Oda n'avait pas prévu que One Piece allait devenir un phénomène mondial, fêtant cette année ses 27 ans d'écriture. En effet, il est assez rare que des histoires, surtout qui sortent de manière hebdomadaire, durent aussi longtemps. Et One Piece a une moyenne de 42 chapitres sortis par an. Pour tenir ce rythme pendant 27 ans, il faut tout simplement travailler de manière inhumaine. Aujourd'hui, après avoir tenu un rythme effréné, Oda commence à prendre des pauses plus régulièrement, ce qui est totalement compréhensible. Tout ça pour dire que dans un monde parallèle, le manga One Piece aurait pu se terminer à 250 chapitres environ, ce qui correspond, pour vous donner une idée, au moment où Luffy et Sanji battent Satori sur Skypiea. Une autre chose à savoir est que Oda a toujours su la fin de son manga, donc si on réfléchit, les éléments nécessaires pour connaître la fin de One Piece devraient se trouver au début de l'œuvre, au moment où Oda voulait conclure l'histoire le plus vite possible. Et c'est justement pour cela que j'ai voulu faire cette vidéo. On va donc maintenant se demander comment aurait dû se terminer One Piece en 5 ans, et on va également voir ce que cela signifie pour la saga finale qui vient de débuter. Tout d'abord, on possède des informations officielles sur les plans initiaux d'Eiichiro Oda, comme le fait qu'il avait prévu depuis le début qu'il y ait 4 empereurs. Mais par contre, la présence des grands corsaires n'était pas prévue initialement. Heureusement, il les a ajoutés un peu plus tard. En effet, à l'origine, Luffy et son équipage auraient dû combattre les 4 empereurs dès la première partie du manga. Et autre petite information, Oda a inventé la génération terrible juste avant l'arc Sabaody. Donc dans un monde où One Piece serait terminé en 5 ans, il est probable que les grands corsaires et la génération terrible n'existent pas du tout. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais cela aurait changé toute la structure et l'équilibre des puissances dans One Piece. Mais alors, qui aurait été empereur dans ce cas? Déjà, Shanks et Barbe Blanche auraient de toute façon été empereurs. Pour Shanks, c'est assez évident, et Barbe Blanche nous a indirectement été introduit dès Drum Island avec l'apparition de Ace qui était à la recherche de Barbe Noire. Le troisième empereur qui aurait gardé sa place avec certitude serait pour moi Kaido. Et au contraire, je pense que Big Mom n'aurait pas été empereur si le manga avait duré 5 ans. De tous les empereurs, c'est elle qui a été mentionnée en dernière, c'est-à-dire après la guerre au sommet. A l'inverse, nous avions déjà entendu parler de Kaido à Thriller Bark, et il allait même se manifester à Marineford. Et je pense donc que si One Piece aurait duré 5 ans, le dernier empereur aurait été Crocodile. Aujourd'hui, il est évident que Crocodile est très loin du niveau des empereurs, excepté Baggy. Mais dans un One Piece qui dure 5 ans, pourquoi pas? Crocodile était sur le point de s'emparer d'Alabasta, un pays extrêmement important faisant partie du gouvernement mondial, descendant de la dynastie Nefertari et possédant un poneglyphe. Et comme vous le savez, cette famille est désormais au centre de l'histoire, avec la mort de Cobra et l'histoire entre Im et Nefertari Jilili. Bref, Alabasta a toujours été un point essentiel de l'intrigue. Donc Crocodile était, je pense, très important dans l'histoire originelle. Je pense même que Crocodile aurait été le premier empereur sur la route de Luffy si l'histoire avait duré 5 ans. Mais dès qu'Oda a eu le feu vert pour continuer à écrire son histoire, il a sans doute fait de Crocodile un grand corsaire pour prolonger l'intrigue. Et c'est également pour cela que, tout comme Vivi, il revient au centre de l'intrigue dans cette saga finale. Alors maintenant, peut-être qu'il aura l'occasion de jouer le rôle qu'il aurait dû jouer il y a 20 ans. Mais après l'arc Alabasta, l'histoire s'est poursuivie sur l'île céleste Skypiea, où les Mugiwara ont découvert un poneglyphe qui n'avait été trouvé que par Roger au cours des 400 dernières années. Roger qui est aussi le seul à avoir trouvé Loftail depuis 800 ans. Et de tous les poneglyphes qu'il a trouvés, celui de Skypiea est le seul où il a laissé un message. Et son message dit qu'il était venu ouvrir le passage vers le lieu le plus éloigné du monde, vers Loftail. Même Ener, le dieu de Skypiea, ne connaissait pas l'existence de ce poneglyphe jusqu'à ce que Robin en parle. Je pense que si One Piece serait terminé en 5 ans, le seul et l'unique road poneglyphe aurait pu se trouver ici, sur Skypiea. Bien sûr, dans l'histoire actuelle, il y en a 4, mais à l'époque, Oda aurait pu mettre un seul road poneglyph en jeu pour finir au plus vite son œuvre. Donc d'après moi, l'arc Skypiea permettait à l'origine d'ouvrir la voie vers le One Piece pour les Mugiwara. Aussi, c'est dans cet arc que le dieu du soleil est mentionné pour la première fois, que Luffy fait la danse Nika pour la première fois et que des personnages sont appelés dieux tout comme les dragons célestes. Il y a, comme vous le voyez, beaucoup d'éléments qui me font dire que cet arc aurait pu être décisif dans la version originale. Donc si le manga avait duré 5 ans, c'est après l'arc Skypiea que Luffy serait parti sur Loftail. Mais à ce moment précis où le manga aurait dû finalement toucher à sa fin, c'est l'arc Davy Backfight qui commence. Je pense donc qu'il est temps de discuter de comment aurait dû être raccourcie l'histoire avant le commencement de cet arc, pour s'adapter aux 5 ans d'écriture prévus initialement. D'après moi, Oda avait écrit les 100 premiers chapitres de One Piece en ayant en tête sa limite de 250 chapitres et une durée maximale de 5 ans. Mais peu après la fin de l'arc Lockdown, l'adaptation en animé de One Piece est finalement sortie. Et devinez quoi, ce fut un immense succès. Et c'est donc grâce à cet événement qui a considérablement renforcé la popularité de One
One Piece, Koda a compris qu'il pouvait écrire et prolonger son histoire autant qu'il le voulait. Donc logiquement, c'est à partir de ce moment, durant l'arc Laboon, que nous devons réfléchir à comment Oda aurait pu terminer son manga en 5 années seulement. Et pour commencer, le passage sur Whiskey Peak aurait pu être supprimé, car même s'il nous a introduit les membres de Baroque et des personnages très importants tels que Vivi, cette introduction s'est poursuivie plus en profondeur sur Little Garden et durant les chapitres suivants. Et c'est justement sur Little Garden que nous avons rencontré des géants pour la première fois. Ce petit arc était donc essentiel à l'intrigue, contrairement à Whiskey Peak. Oda aurait donc pu supprimer ce passage, ce qui couperait déjà une dizaine de chapitres, tout en gardant les éléments importants comme l'introduction de Baroque et du pays d'Elbaf. Ensuite, les Mugiwara sont passés par Drum Island, et durant cet arc, nous avons été introduits à énormément d'éléments qui reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène. C'est par exemple à ce moment qu'on a entendu parler pour la première fois du clan des Ji, du vrai nom de Roger, de la rêverie, des Zoan et du fruit de l'humain, le vrai fruit de Luffy dans une forme mythique. Et nous avons aussi été introduits au conflit entre Ace et Barbe Noire. Tout ça pour dire qu'avec tous ces éléments essentiels à l'intrigue, il est pour moi impossible qu'Oda ait planifié de couper l'arc Drum Island dans la version originelle de l'histoire. Mais ensuite vient bien sûr l'arc Alabasta. J'ai tout à l'heure parlé de Crocodile et du fait qu'il aurait pu être un empereur, mais d'un point de vue plus global, je pense que l'arc Alabasta aurait pu remplir un rôle similaire à celui de l'arc Wano, qui est un arc qui nous avait introduit à la saga finale de One Piece. Donc dans une version de 5 ans, Alabasta aurait pu aussi nous conduire à la saga finale, et si je fais un rapprochement entre Wano et Alabasta, c'est qu'il existe plusieurs points communs entre ces deux arcs. Sur Alabasta, il y a le poneglyphe qui fait référence à Pluton, tandis que Wano possède réellement l'arme antique Pluton. Crocodile était le premier corsaire à affronter Luffy, et Kaido était le premier empereur à affronter Luffy. Et ces deux éléments me font dire que Alabasta aurait pu remplacer l'arc Wano dans la version originelle de One Piece. Ainsi, l'arme antique Pluton aurait pu se trouver à Alabasta, et en plus elle aurait probablement été la seule arme antique de tout One Piece. Effectivement, Uranus n'a été mentionné qu'une fois en 27 ans d'écriture, et même si l'arme Poséidon a été un peu plus développée, Pluton a eu un rôle assez important lors de l'arc Water 7, et c'est aussi la première arme antique à avoir été mentionnée. En plus, je pense qu'en 5 ans d'écriture, Oda n'aurait juste pas eu le temps de développer 3 armes antiques, et Luffy aurait donc découvert Pluton sur Alabasta. Et à la fin de cet arc, le voyage a continué vers Jaya et Skypiea. On a déjà parlé du fait que le seul road poneglyph de One Piece aurait pu se trouver sur Skypiea, et sachant ça, cet arc me fait un peu penser à l'arc Zou. Durant cet arc, nous avons eu des informations sur les poneglyphes et leur fonctionnement, sur le lien entre le clan Kozuki et l'ancien royaume. Et c'est ici que nous avons rencontré Zunesha qui nous avait révélé le retour de Joy Boy. Et parallèlement, c'est sur Skypiea que le dieu du soleil ainsi que l'ancien royaume avaient été mentionnés pour la première fois, et également que le fils est assimilé à Nika. Et c'est donc après avoir récupéré ces informations ainsi que le seul road poneglyph que l'équipage de Luffy ira finalement chercher le One Piece. Et on arrive alors à l'arc Davy Backfight, et la particularité de cette île est qu'elle est étendue et longue, ce qui peut faire penser aux capacités caoutchouteuses de Luffy. Aussi, l'île est littéralement en forme de couronne, une couronne qui par exemple conviendrait à un roi des pirates. Mais cette couronne n'est visible qu'une seule fois par an, lors de l'Aqua Laguna. Et justement, cet événement s'est produit 2 jours après que l'équipage de Luffy soit parti. Bon, je viens de vous donner pas mal d'infos sur cette île, mais alors qu'est-ce qu'on doit y comprendre par rapport à l'intrigue du manga? Et pourquoi un tsunami arrive-t-il une fois par an? Eh bien, je pense que dans la version originale, cette île aurait tout simplement été Lost Tale. Avec la marée basse pendant l'Aqua Laguna, l'île habituellement submergée apparaît, prenant la forme d'une couronne. Et quoi de mieux qu'une île submergée en forme de couronne et qui est accessible une seule fois par an pour cacher un trésor comme le One Piece par exemple. Donc dans la version originale de 5 ans, on aurait pu avoir le road poneglyph sur Skypiea, et on serait ensuite directement parti sur Lost Tale. Et de toute manière, c'était l'île suivante, donc c'était le lieu parfait pour y trouver le One Piece. Mais même après avoir trouvé le One Piece, l'histoire n'est pas encore finie, car maintenant, les chapeaux de paille se dirigent vers Enies Lobby, où ils vont déclarer la guerre au gouvernement mondial. Et je vous le dis, dans une version originale, cet arc aurait pu signer la fin de One Piece, ou au moins nous y préparer. Et je fais donc un lien entre Enies Lobby et Egghead. Egghead qui est aussi un arc qui nous prépare à la fin de One Piece. On peut donc voir énormément de similitudes entre ces deux arcs, et maintenant accrochez-vous bien pour suivre tout ce que je vais expliquer. Durant ces deux arcs, on voit les chapeaux de paille contre le gouvernement. Le docteur Vegapunk qui nous est introduit à Enies Lobby apparaît enfin sur Egghead. Fungfried est d'ailleurs de sa création. Et la présence de Franky met en avant une certaine technologie qui sera très présente sur Egghead. Il faut aussi noter la présence du CP9 avec Lucci et Kaku durant ces deux arcs. Et durant l'arc Egghead, le royaume de Luluzia a été détruit par Mother Flame, laissant un énorme trou dans la mer qui ressemble étrangement à celui d'Enies Lobby. Et avec tous ces parallèles, je pense que dans la version originale de One Piece, Oda aurait intégré à l'arc Enies Lobby des éléments qu'il développe aujourd'hui sur Egghead, comme par exemple la transformation de Luffy en Gear 5. Effectivement, la première fois que Luffy a utilisé une transformation, c'était sur Enies Lobby, quand il a utilisé le Gear 2 contre Blue Eno. Cela me fait donc penser que c'est ici qu'Oda aurait éveillé le fruit de Luffy, car de toute façon, en 5 ans, il n'aurait pas eu le temps de développer 5 power-up avec des transformations. Et étant donné que le Gear 5 est sans doute le prime de puissance que peut atteindre le fruit de Luffy, c'est sur Enies Lobby que Luffy l'aurait atteint.
Et cette transformation, Oda l'avait sans doute prévue depuis le tout début de son œuvre, avec Shanks qui fait exprès de ramener le fruit à Luffy, et Oda qui fait une tonne d'allusions au dieu du soleil au cours de son histoire. Ce que symbolise le fruit de Luffy et le dieu Nika est à l'exact opposé de ce que symbolise le gouvernement mondial. Donc Enies Lobby était l'endroit parfait pour l'éveil du fruit. On aurait assisté à l'apparition de Nika sur une île du gouvernement mondial. Et au terme de cet arc, les Mugiwara auraient sans doute découvert la face cachée du gouvernement, avec les doyens et Im-sama. Et sachant qu'Oda a toujours voulu finir son manga par une guerre massive, après Enies Lobby, les Mugiwara se seraient sans doute séparés, comme pendant l'ellipse. Ils se seraient séparés pour rallier des gens à leur cause et combattre le gouvernement mondial. Usopp aurait par exemple pu aller à Elbaf, Robin serait allé voir la mer révolutionnaire et Zoro serait allé à Wano. Cette séparation nous aurait donné l'occasion de voir toutes les îles de Grand Line sans qu'Oda ait à écrire un arc pour chacune d'entre elles. Car je vous le rappelle, il devait finir son manga en 5 ans. Et finalement, les chapeaux de paille auraient pu réunir assez d'alliés en peu de temps pour faire face au gouvernement mondial. Toutes les forces du monde se réuniraient autour du roi des pirates, Monkey D. Luffy. Cela montrerait que roi des pirates n'est pas juste un titre, mais aussi un rôle. Les pirates du monde entier suivraient le roi, Monkey D. Luffy. Et si les pirates suivent leur roi, les citoyens du monde entier suivront leur dieu, Nika, le dieu du soleil. Ainsi, Luffy serait parvenu à réunir le monde entier autour de lui pour combattre le gouvernement. Et c'est potentiellement ce qui pourrait arriver dans la version actuelle de l'histoire. Mais de l'autre côté, il y a Im et Barbe Noire, et eux aussi essayent de réunir des alliés pour la grande guerre à venir. Et ça tombe bien car l'arc qui suit Enies Lobby est Thriller Bark, et qui dit Thriller Bark dit Gecko Moria. Justement, on peut établir une petite connexion entre Moria et Im, car tout d'abord, ces deux personnages ont des pouvoirs liés aux ombres. Et même Barbe Noire a un pouvoir lié à l'obscurité, donc au moins esthétiquement, ces trois personnages ont un point commun. Autre point important, Im semble posséder un frigo géant avec un chapeau de paille géant à l'intérieur. Et sur Thriller Bark, il y avait aussi un frigo géant, où résidait cette fois-ci un vrai géant. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel, car Thriller Bark est l'arc où nous avons rencontré Brook, l'homme qui est mort et qui est revenu à la vie. Ce qui peut faire penser à Joy Boy, car Luffy est mort pour que Joy Boy puisse faire son retour. Luffy a toujours voulu un musicien dans son équipage, et finalement c'est Brook que Luffy a choisi. Binks no Sake est la musique que Brook préfère jouer, et c'est aussi la musique que Roger chantait sur le chemin vers Laugh Tale. Dans cette musique, il y a littéralement le rire de Brook. Tout ça pour dire que dans la version originale de 5 ans, Oda aurait sans doute gardé l'arc Thriller Bark dans ses plans, au moins pour permettre à Luffy de recruter un musicien. Et pour revenir à Im, tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il recherche lui aussi des alliés à travers le monde. Mais celui qu'il ne faut surtout pas oublier dans cette histoire, c'est Barbe Noire, et on va donc maintenant parler de lui en parallèle des arcs Amazon Lily et Impel Down, car ces deux arcs sont en lien avec l'évolution de Barbe Noire. Évidemment, il n'est pas allé sur Amazon Lily avant l'ellipse, mais après l'ellipse, nous savons qu'il a essayé de récupérer le fruit de Boa Hancock. Et cela a entraîné une série d'événements très importants dans l'intrigue, avec l'enlèvement de Kobe et la potentielle mort de Garp. Mais sans doute que Barbe Noire ne voulait pas le fruit de Boa Hancock par hasard, et sans doute aussi qu'il n'a pas pris part à l'incident d'Egghead par hasard, car comme vous le savez, tout fait partie d'un même plan, pour devenir le roi du monde. Donc dans la version originale, Barbe Noire aurait juste mis son plan en exécution plus tôt, et pendant que Luffy et Im rassemblaient une armée, Barbe Noire aurait continué d'avancer vers son objectif. Et justement, Barbe Noire se serait sûrement dirigée vers Impel Down. Comme je l'ai déjà dit, les grands corsaires n'existent pas dans cette version, et les intentions de Barbe Noire auraient donc sans doute été un peu différentes. Mais je pense tout de même qu'il y serait allé. Effectivement, c'est dans le niveau 6 d'Impel Down que Barbe Noire doit recruter des membres pour son équipage. Mais après que Barbe Noire ait réussi à réunir son équipage et mis son plan en exécution, que Luffy et Im aient rassemblé des alliés, c'est la guerre finale qui commence, ainsi que l'arc final de One Piece. Et pour revenir à Barbe Noire, il aurait sans doute fait la même chose qu'à Marineford en se faufilant à la toute fin pour ramasser les miettes, et tenter d'être le grand gagnant de cette guerre. Mais avant ça, voyons comment cette guerre aurait pu se dérouler dans la version originale de One Piece. Je ne vais pas spéculer sur les combats en eux-mêmes, comme par exemple de la façon dont Luffy pourrait battre Im et les chevaliers divins, car on ne possède pas encore assez d'éléments sur la puissance des personnages impliqués. Par contre, on peut se demander quel personnage aurait été présent lors de cette grande guerre. Et justement, les 4 empereurs que j'ai mentionnés au début de la vidéo pourraient se manifester comme ils l'ont fait sur Marineford. Effectivement, Shanks, Crocodile et Barbe Blanche étaient présents sur Marineford, et Kaido aurait pu l'être si Shanks ne l'avait pas arrêté. Même si je ne pense pas que tous les empereurs se seraient alliés à Luffy, certains d'entre eux comme Shanks et Crocodile auraient pu participer à cette guerre. Mais dans l'hypothèse où tous les équipages d'empereurs se rallieraient à Luffy, je ne vois pas comment le gouvernement mondial pourrait leur faire face. En tout cas, durant cette guerre, Luffy aurait eu le rôle du pirate, ou plutôt du roi des pirates, réunissant le monde autour de lui pour vaincre le gouvernement. Et justement, rappelez-vous de ce qu'avait dit Mihawk sur Marineford. La plus grande force dans ce monde est de pouvoir réunir les gens autour de soi. Et c'est ainsi que Luffy et tous ses alliés finiraient par remporter la guerre contre le gouvernement mondial. Et après cette victoire, après que tous les esclaves soient libérés, après la chute
chute des dragons célestes, Luffy, tous ses alliés ainsi que les citoyens du monde entier se réuniront et pourront enfin célébrer leur victoire et faire la plus grande fête que le monde n'ait jamais connue. Et je me dis que c'est peut-être ça le vrai rêve de Luffy, le rêve dont il parlait au chapitre 1060. Mais dans la version originale de One Piece, prévue pour durer 5 ans, Luffy aurait finalement réalisé son rêve vers le chapitre 250, voire 300. Bien sûr, ce n'est qu'une estimation, mais le but de cette vidéo était simplement de montrer ce qu'aurait pu être One Piece dans la version originale qu'avait prévu Oda en 1997. Et justement, si ce que j'ai expliqué tout au long de la vidéo s'avère être proche de la réalité, on pourrait en tirer des éléments qui potentiellement nous aideraient à réfléchir sur la saga finale. Et le premier élément important qu'on peut lier à cette saga finale est l'ordre des événements, avec tout d'abord les chapeaux de paille qui trouvent le One Piece et ensuite le dernier arc avec une guerre finale. Donc avant tout, Luffy et ses compagnons devront trouver l'homme à la cicatrice de feu pour pouvoir ensuite trouver le One Piece. Et peut-être que tout comme l'équipage de Roger, les chapeaux de paille devront à nouveau parcourir Grand Line une deuxième fois, car il reste encore beaucoup de mystères inexpliqués. On pourrait avoir des informations sur la volonté du G avec la doctoresse Kurea, des explications sur le trou dans la mer à Enies Lobby, sur la carte en forme de crâne à Jaya, et aussi sur les monstres de Thriller Bark. Donc les îles qu'on a visitées avant l'ellipse ont toute une raison d'être revisitées, mais bien sûr elles le seront d'une manière différente, car Luffy est maintenant un empereur. Mais même si on ne peut pas être sûr à 100% de ce qu'Oda nous prépare pour la fin de son œuvre, je suis certain que ce sera sans doute la meilleure partie de One Piece. Et pour bien profiter de ce moment incroyable, n'hésitez surtout pas à vous abonner, car je vous prévois des dizaines de vidéos masterclass comme celle-ci. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bisous.